Donc, et vous savez, je tenais avant de commencer de vous remercier, vous tous, d'être venus ce soir. Et on a commencé en début de semaine une série de rencontres qui iront, je crois, grosso modo, jusqu'au 10 novembre prochain, ou un peu plus tard aussi, à Paris en province, concernant l'histoire de la chute du mur de Berlin. Mais on a essayé d'aller beaucoup plus loin et essayer de faire des rencontres différentes chaque fois. Et à notre avis, c'était important, essentiel aussi de parler de cette notion aussi qui est parfois varie, qui change, évolue, mais quand même, on est tous rattachés à elle parce que je pense que c'est un principe intangible aussi de notre conception, de notre perception du monde, c'est la liberté. Et on n'a rien inventé. Le titre de cette rencontre, c'est J'écris ton nom liberté. Et d'ailleurs, chacun ses références. C'était simplement à vous remercier d'être venu ici ce soir. Et pour nous, était important d'inviter ce soir. D'abord, je tenais simplement vous remercier, vous, Nicole Bacharan. Merci beaucoup d'être venu ici pour nous parler de ces livres et aussi de votre conception de la liberté, parce qu'on va rattacher ces mots-là à toute l'histoire américaine, l'histoire de la France, l'histoire des Lumières aussi, parce qu'il a débouché un jour du 9 novembre 1989 pour l'ouverture vers l'ouest de ces continents, cette partie du continent qui aspirait à la liberté. Et je tenais aussi à vous remercier, vous, André Glucksmann, encore une fois, d'être venu nous parler de ces livres et nous parler aussi de cette belle histoire qui est la liberté. Et j'étais à signaler que la postface de ces livres de Václav Havel, un des personnages importants et incontournables aussi de cette histoire. Et la troisième personne qui devait venir aujourd'hui ne peut pas venir parce que quand on a pris les rendez-vous, c'était pas encore la rentrée scolaire et comme lui, il est prof, il enseigne et il a des heures de cours qui sont tombées, c'était ce soir. Donc malheureusement, il ne peut pas venir, il s'en excuse. Et je tenais aussi à vous remercier, vous, Patrick Turnebeuf, de nous parler de ces photos que vous pouvez voir dehors, et justement concernant cette cicatrice. Et d'ailleurs, simplement, je tenais à commencer par vous, Patrick. Pourquoi la cicatrice? Et d'ailleurs, je signale aussi d'un très beau texte d'introduction de Jean-Noël Jeannenet. Bonsoir. La cicatrice, parce que au départ, c'est une plaie qui s'est refermée depuis, mais dont il reste toujours une scarification présente encore aujourd'hui. C'est complètement refermé pour vous? C'est pas entièrement refermé, puisque justement une cicatrice n'est pas complètement refermée, il reste une présence physique. Et en l'occurrence, c'est le but du livre, c'est de retourner sur les 155 km du mur physique et de retrouver les stigmates de ce trait d'union en fait entre deux blocs qui est tombé donc le 9 novembre 1989, et comment en 2003-2004, après avoir eu la chance d'avoir vu le mur, enfin, je ne sais pas si c'est une chance, pas une curiosité, en fait la même année j'avais fait Belfast, donc pour trouver la limite entre... Il y avait un autre mur aussi à un moment donné. Moral, tout à fait, enfin plutôt même religieux. Et du coup, j'étais très attiré par ces limites. C'est pour ça que je l'ai appelé la cicatrice, parce qu'en 2003 et 2004, à ma grande surprise, il existait encore des représentations donc, physiques de ce mur. Et d'ailleurs, comment fait un artiste, ou c'est un artiste, un photographe, pour faire ces choix-là, justement, des différentes photos? Parce qu'on voit que c'est assez éclectique de la façon dont vous savez aussi produire ces photos. Oui, puisqu'on en a une derrière vous, d'ailleurs, celle-ci. C'est-à-dire qu'il sort beaucoup d'affiches, d'ailleurs. Oui, qui sert à la FNAC pour la communication autour de la chute du mur de Berlin. C'est une photo qui a été faite en 1988 et qui effectivement est d'une école un peu plus classique, puisque en plus de ça, elle est pleine de métaphores, avec le jeune garçon qui court le long du mur côté ouest, puisque du côté est, on ne pouvait pas y approcher. C'est le mur donc arrondi, on va appeler ça le beau mur, en plus avec les tags, puisqu'on n'avait pas le droit de toucher non plus côté est au mur. Non, j'étais attendu par ça, le titre de la rencontre, j'ai écrit ton nom de liberté, mais les Allemands de l'Est, les gens, ils sont écrits sur les murs, ils ont fait des graffitis autour de ça aussi, ce qu'on voit aussi à travers vos photos. Oui, oui, tout à fait. Et du coup, c'est un peu l'envie de montrer 20 ans après ces deux travaux, en fait, entre l'aspect plutôt documentaire au départ et reportage, qui est donc celui qui a été fait en noir et blanc, et l'aspect couleur et plastique, celui qui est donc fait en grand format, en couleur. C'est aussi deux types de stylos totalement différents, puisque ici nous avons du noir et blanc en 86, et que depuis 1999, je ne travaille qu'à la chambre photographique en argentique, à la contresens totalement de ce qui se fait aujourd'hui.
Et en fait, ça s'inscrit aussi dans cette volonté de garder une trace. À l'époque, c'était pas du numérique, il faut bien rappeler. Il n'y avait pas du tout de numérique. Et en même temps, il y a des choses essentielles pour faire les rapprochements concernant cette rencontre aujourd'hui. On voit aussi beaucoup d'écrits, beaucoup de choses. Y a-t-il, lorsqu'on travaille un sujet comme celui-là, une responsabilité, un point de vue aussi de l'artiste par rapport à l'événement? Alors, l'idéal, c'est de s'en détacher. L'idéal, oui. On n'est pas neutre. C'est ce qui s'est passé avec les photos noir et blanc. C'est l'irresponsabilité et la naïveté qui ont fait que en fait, ces images existent. Et je crois que justement, ce qui est les photos couleurs, c'est la prise de conscience. Où il a fallu à un moment donné avoir une distance par rapport à un sujet important, qui me paraissait même essentiel, en fait, même dans ma vie, hein, dans la vie des hommes, puisque en fait, je suis né en 66. Soit 21 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et on est exactement aujourd'hui à 21 ans en recul par rapport à cette image. Donc il y a un rapport de distance qui est assez intéressant, de positionnement, de conscience en fait. Est-ce que la photographie peut participer? Je pense que oui. La preuve en est, c'est que, ne serait-ce que par l'intérieur du livre, accompagné d'un texte de Jean-Jacques Jeannet, ainsi que de textes que j'ai écrits par rapport aux sentiments que je pouvais avoir par rapport à l'espace-temps, au lieu, on peut communier l'écrit, l'image, la parole, la preuve en est, et effectivement, pourquoi pas, l'impression. Et justement, lorsque vous parlez conscience, c'est quelque chose de tout à fait essentiel. Et il y a aussi les responsabilités, aux co-responsabilités. Et c'est une des questions, c'est par ça que je voulais commencer avec vous, André Glucksmann. Ce n'est pas c'est quelque chose qui n'est pas dit par vous, non, c'est l'essence du mot responsabilité, pour moi c'est essentiel d'ailleurs, dans la pensée de quelqu'un qui a fait la postface, Václav Havel, cette idée de co-responsabilité du monde. Certes, on est responsable soi-même, mais aussi on doit gérer toute cette responsabilité. Pourquoi cette notion-là est si importante dans la vision qu'il y a ces grands personnages historiques par rapport à tout ce qui s'est passé là-bas, et tout ce qui nous transmet aujourd'hui, parce que c'est notre responsabilité aussi aujourd'hui. Une grande question. La liberté, c'est pas une valeur, contrairement à ce qu'on dit. La liberté, c'est la liberté dans sa part, comme une voie vers le ciel, mais aussi comme une voie vers l'abîme. La liberté, c'est le choix. Et c'est le choix pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Et quand Havel parle de responsabilité, il se souvient que les dissidents, que les gens qui, en définitive, ont fait tomber le mur en 89, étaient au départ, une minorité. Autour de Havel, il y avait au grand maximum 2000 personnes à Prague pendant 10 ans. 2000 personnes sur un pays. Et premièrement, donc, ils étaient minoritaires. Et ils se sentaient d'autant plus responsables qu'ils sentaient que les autres étaient, en un sens, irresponsables. Mais deuxièmement, ils affrontaient l'échec. Car l'histoire du mur de Berlin, c'est l'histoire des révoltes échouées pendant près d'un demi-siècle. Ça a commencé dès la mort de Staline en 1953 par une manifestation réprimée dans le sang et par les tanks russes sur la Stalinallee, l'allée de Staline, au cœur de Berlin. C'était les maçons qui ont commencé par protester pour des hausses de salaire et qui finalement ont protesté à cause du régime qu'on voulait leur imposer. Ça, c'est 53. 56, c'est la Pologne, Poznań, déjà des grands chantiers maritimes. C'est aussi Budapest qui se soulève et qui est réprimé dans le sang par les chars, toute une ville insurgée et toute une ville quadrillée par l'armée soviétique. Et puis, il y a eu les dissidents en Russie. Alors, ils n'étaient pas nombreux, mais ils faisaient du bruit parce qu'ils parlaient
de choses qui étaient tues et que pourtant les gens connaissaient. Vous savez, quand ensuite il y a eu le printemps de Prague, c'est 1968, de nouveau une sorte de soulèvement à Prague, pas à Budapest ce coup-ci, et de nouveau intervention de l'armée, il y a eu 11 dissidents qui ont manifesté sur la place rouge à Moscou. Manifester sur la place rouge à Moscou dans une société complètement communiste, ça dure 3 minutes, mais ça coûte très cher. On les enferme dans les asiles psychiatriques. Ça, c'est pour la Russie, alors avec des grands noms, Sakharov, Solzhenitsyn et d'autres. Et puis, il y a eu la Pologne, de nouveau, avec Solidarność. Donc, vous avez là tout un tas de manifestations, d'organisations, de soulèvements qui ont tous échoué. Jusqu'à la réussite de la chute du mur de Berlin. Mais c'était précédé par quoi? Pendant toute l'année 89, c'était précédé par la volonté des Allemands de l'Est à secouer la dictature. Alors les uns partaient vers l'Ouest avec des choses extrêmement compliquées et d'autre part extrêmement fragiles. Ils occupaient les ambassades à Prague et à Budapest pour passer à l'Ouest. Ils ne pensaient pas y réussir, finalement ils y ont réussi, mais ça veut dire, pour un Allemand c'est extrêmement coûteux, c'est quitter sa Heimat, sa patrie. Et si vous voulez, les Allemands sont beaucoup plus fervents des racines. Et pour un Allemand de l'Est, quitter en pensant qu'il ne reviendra jamais plus dans son lieu natal, c'est beaucoup plus pesant, beaucoup plus coûteux en quelque sorte que pour un être un peu atlantique. Je dis atlantique, je ne dis pas atlantiste. Mais les Français, les Corses, les Italiens, eux ont l'habitude quand même de partir, les Irlandais. Alors que les Allemands, depuis le romantisme, ont un sentiment très fort de la Heimat. Donc il y avait là quelque chose qui était un arrachement. Et c'est ça la responsabilité. Ce n'est pas simplement la responsabilité d'une poignée d'intellectuels ou d'une poignée de militants. C'est tout à coup une responsabilité qui devient le fait des gens qui partent à leurs risques et périls, et aussi à Leipzig, des gens qui manifestent par centaines de milliers. Et c'est cela qui est le fond de l'histoire du mur.